Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Révolution RH. Je m'appelle Aurélien Daudet et mon but est de donner aux RH des outils pour prendre soin d'elles-mêmes autant qu'elles veulent prendre soin des autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de développement des talents, de développement de la motivation nécessaire au développement des talents et aussi de décoration. Vous ne voyez pas le rapport. Au départ, je ne le voyais pas, mais c'est là justement où je veux en venir. Les RH, en effet, doivent souvent mettre leur casquette de décoratrice d'intérieur, d'architecte d'intérieur. Pas étonnant que d'ailleurs un certain nombre d'entre elles se soient transformées ou se soient reconverties dans l'immobilier, le home staging, j'en connais. Elles doivent se transformer en architectes d'intérieur lors de déménagements, bien sûr, avec leur cortège de plaintes, de luttes de pouvoir, de psychodrames. Pourquoi est-ce que c'est elle qui est toujours à côté de la fenêtre? Pourquoi est-ce que moi, je suis toujours en dessous de la clim? Et qui va déménager mes placards? Vous connaissez, je ne vais pas revenir sur ces sujets douloureux. Mais les RH doivent aussi se préoccuper de décoration d'intérieur pour l'entretien de la motivation et la qualité de vie au travail, la fameuse. J'ai lu ce bouquin cette semaine, The Talent Code de Daniel Coyle, qui m'a donné un certain nombre d'idées politiquement incorrectes en matière de décoration, mais aussi des idées remarquables sur la manière dont nous développons de nouvelles compétences et sur la motivation. Plusieurs idées fondamentales dans ce bouquin. J'y reviendrai sans doute dans d'autres chroniques, tellement ce bouquin est riche. Mais, encore une fois, si déjà aujourd'hui je peux vous donner envie de le lire, et puis, si je peux me permettre de parler de décoration, ce serait toujours cette prix. La première idée fondamentale dans ce bouquin, et c'est peut-être la plus révolutionnaire, c'est qu'il faut abandonner l'idée qu'il y a des talents innés, des sortes de dons qui nous seraient donnés au berceau, et que nous aurions à développer et à entretenir tout au long de notre vie, comme une sorte de GPS, de carte préécrite. Vous savez, ce sont ces choses que disent les parents à propos de leurs enfants. Martin est bon en maths, il a toujours su compter. Et puis, sa sœur Géraldine, elle a toujours été plus artistique. D'ailleurs, ses colliers de nouilles, c'était les meilleurs de la classe. En fait, nous avons beaucoup plus de pouvoir sur nos compétences que nous le pensons. Ah bon? Ça ne dépend pas de l'inné? Il n'y a pas des gens qui sont faits pour ça? Apparemment, non. Il n'y a pas de gens qui sont faits pour quoi que ce soit. D'ailleurs, toutes les phrases autour de lui, il n'y arrive pas, mais d'ailleurs, tu sais, il n'est pas fait pour le management. Il y a des gens qui sont faits pour ça et des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il semble bien, d'après Daniel Coyle, que ça n'existe pas. En fait, le développement d'un talent, ça dépend de trois choses. D'abord, d'un entraînement en profondeur, ce qu'il appelle le deliberate practice, un entraînement qui ne soit pas mécanique, qui ne soit pas répétitif, mais un entraînement conscient. Et un entraînement qui passe par des erreurs sur lesquelles nous allons focaliser notre attention jusqu'à les supprimer. En fait, quand vous ramez, lorsque vous galérez quand vous bossez, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que vous êtes en train de développer un talent. Parce qu'en fait, ce processus de test et d'erreur sur des tâches qui, pour l'instant, dépassent notre niveau de compétence, c'est ça qui va nous permettre ensuite de reproduire de la myéline. La quoi? De la myéline. La myéline, M-Y-E-L-I-N-E, c'est une substance qui est l'équivalent de la gaine en plastique autour d'un fil électrique. En fait, la myéline, c'est ce qui permet au signal électrique de passer plus vite et de manière plus nette dans un chemin neuronal. Ce chemin neuronal, en l'occurrence, c'est celui que nous sommes en train de construire lorsque nous développons une compétence. Et lorsqu'il sera construit, bâti et bien enrobé de myéline, ça sera une compétence acquise. Une fois qu'on a ce qui va nous permettre de développer ce chemin neuronal avec de la myéline autour, c'est un déclencheur, c'est une étincelle. Cette étincelle, c'est en fait ce qui va nous permettre de tenir sur le temps long, très long, pour bâtir cette nouvelle compétence, ce nouveau chemin neuronal. Et en étudiant une quantité astronomique de figures célèbres dans le sport, dans les arts, dans la politique, dans le business, Daniel Coyle et un certain nombre de chercheurs qu'il cite arrivent à la conclusion que ces déclencheurs sont quasi toujours des déclencheurs externes. En fait,
c'est quelque chose dans notre environnement que nous avons repéré, en général de manière pas tout à fait consciente, et qui nous a fait penser, je veux faire ça moi aussi. Je veux arriver à ça. Je veux faire comme elle. Ce qui a déclenché ma vocation de comédien et qui m'a tenu pendant 10 ans à haute intensité, c'est une scène du Guépard de Visconti. C'est aussi une représentation de Cyrano de Bergerac avec Jacques Weber. C'est des images que j'ai gravées. En golf, c'est le premier succès de la sud-coréenne Seri Pak en 1998. Premier succès d'une coréenne dans un tournoi de golf mondial. 10 ans plus tard, 45 joueuses sud-coréennes raflaient un tiers des compétitions. En fait, ce que montre Daniel Coyle, c'est que nous sommes les êtres les plus sociaux de la planète. Et une fois que nous entrevoyons la possibilité d'appartenir à un groupe qui nous fait rêver, groupe de golfeuses, groupe de tenniswomen, ou bien un groupe d'artistes, nous allons nous déchaîner pour y parvenir. Donc, le déclencheur, le deep practice, et enfin, le coaching, c'est-à-dire des personnes qui donnent des feedbacks et des conseils pratiques, précis, concrets, grâce à une connaissance extensive de leur domaine. Conseils précis, pratiques, concrets, dit bien Daniel Coyle. Voilà pourquoi je ne suis pas un fan de la position basse des coachs dans mon domaine. Je suis OK sur le fait que le client rame pour trouver une solution. Vive la myéline, je viens de le dire, c'est ça qui va nous permettre d'ancrer une compétence. Mais je pense qu'à un moment, continuer à lui demander comment il se sent ou ce qui lui vient comme idée, bah, c'est totalement inutile et contre-productif. Mieux vaut lui donner en fait une technique et mieux vaut l'aider à construire, à connecter avec une vision. Et entre les deux, l'aider à mettre en pratique, à répéter la technique. Alors, avec tout ça, vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre ce que je suis en train de raconter et la décoration. J'y viens. Si vous êtes RH, vous avez sans doute été bombardé par des articles, des reportages, soulignant l'importance d'un cadre de travail qui soit bienveillant, agréable, organisé, aéré, ouvert, préservé du bruit, feng shuisé, minimaliste et chaleureux, brut mais arboré, verdoyant. Sans compter, bien sûr, la question des espaces de repos, à ne pas confondre avec ceux de détente, les bulles, la question du confort, de l'accueil dans les salles de réunion, les fameux baby-foot, avec ou sans table de ping-pong, les salles de gym, salles de yoga, après tout, chacun son sport, et puis aux oubliettes, les selfs. Bienvenue dans le monde merveilleux des food bars, des lobby bars, des salades bars, avec des couleurs et des mobiliers beaucoup mieux pensés que dans la majorité des restos et des brasseries à la papa. À croire que la culture d'entreprise, ça se crée d'abord au niveau de la bouffe, de la convivialité. Une chose est sûre, tous ces espaces nettement plus cosy, cocoon que la plupart des appartements en ville, ça ne donne pas forcément envie de retourner bosser. Pas étonnant que parfois un pauvre formateur comme moi doive aller chercher les participants avec un bulldozer, avec des câbles pour les ramener dans leur salle. Et bien justement, Daniel Coyle a parcouru le monde pour étudier des dizaines de hotbeds, des fabriques de talents, comme les fabriques de jeunes prodiges de baseball à Curaçao, les futures stars du Spartak Tennis Club de Moscou ou le foot des rues à São Paulo. Sa conclusion, si on avait regroupé tous ces spots en un même lieu, si on avait fait le hotbed parfait, en fait, il aurait ressemblé à un bidonville. Tous ces endroits étaient cabossés, mal entretenus, inconfortables, mal équipés, souvent mal chauffés. Et il a posé la question à John Bargh, un psychologue et chercheur à l'université d'Yale, mais pourquoi est-ce que ces endroits qui produisent tant de talents mondiaux sont-ils si inconfortables? Réponse du psychologue, quand nous sommes dans un espace agréable, plaisant, sympa, nous coupons naturellement notre effort. Pourquoi bosser? Même si les personnes reçoivent le signal qu'ici, ça va être hard, alors elles sont motivées maintenant. Une université de tennis jolie, bien entretenue, ça donne aux élèves l'impression que leur futur luxueux est déjà là. Normal qu'ils soient démotivés. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément faire bosser tout le monde dans des hangars mal chauffés pour entretenir la motivation des équipes.
Mais sans doute que miser d'abord sur la qualité des locaux pour motiver les équipes, c'est un leurre. Ça leur donne juste moins envie d'aller voir ailleurs, mais ça ne va pas leur donner la flamme. Pour ça, souvenez-vous des explications de Daniel Coyle, mieux vaut avoir une vision qui fasse rêver les personnes et leur donne envie de se défoncer. Mais cette vision doit être concrète. On doit pouvoir s'y voir, s'y imaginer, s'y identifier. Les grandes déclarations sur le sens et les valeurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai des doutes. Bref. La faillite annoncée de WeWork, le géant du coworking, c'est pour moi un autre indice que la cool attitude et les locaux top level ne font pas tout. À ma connaissance, la plupart des poids lourds de la côte ont démarré dans des locaux super cheap. C'est moins confort, mais c'est apparemment plus facile pour garder le feu sacré. La qualité de l'environnement est beaucoup moins importante pour la motivation des salariés et le succès d'une boîte que la puissance du déclencheur, une vision que tous veulent atteindre. Et puis ensuite, les efforts fournis consciemment et en galérant. Et enfin, la qualité des entraîneurs, internes ou externes. À propos de déclencheurs, je reviens une seconde sur la déco. Ce qui fonctionne d'après les études de Daniel Coyle, ce sont des signaux indirects et relativement inconscients auxquels les personnes ciblées peuvent s'identifier directement. Donc, les citations lourdes de sens sur les murs des salles de réunion, les valeurs placardées dans les ascenseurs ou sur les mugs à café, laissez tomber. Ça ne prendra pas, c'est beaucoup trop direct. Ce qu'il vous faut, c'est du message un peu plus subliminal, comme une photo par exemple. Mais souvenez-vous, il faut que ce soit une photo à laquelle les personnes puissent s'identifier. Une étude a été menée sur des étudiants de Yale, encore eux, par deux psychologues qui s'appellent Geoffrey Cohen et Gregory Walton. Ils leur faisaient lire un certain nombre d'articles, parmi lesquels avait été glissée la bio d'une page d'un étudiant fictif. Et cette bio racontait comment cet étudiant imaginaire avait développé une passion pour les maths, qu'il avait mené à une brillante carrière dans le département de maths d'une fac. Pour la moitié des étudiants, les chercheurs avaient introduit une légère différence. Ils avaient modifié la date de naissance de l'étudiant dans l'article en lui donnant la même date de naissance que celle de l'étudiant en train de lire l'article. Résultat, ce changement quasi imperceptible, beaucoup ne l'avaient même pas remarqué, avait eu comme conséquence une identification avec la carrière à succès décrite dans l'article et une augmentation de 65% du temps passé par les étudiants de ce groupe à s'arracher les cheveux sur un problème de maths. Donc, par exemple, si vous voulez motiver de jeunes développeurs informatiques, c'est un des secteurs sur lesquels apparemment on a le plus de difficultés à les garder à l'intérieur d'une entreprise. Oubliez les citations sur les valeurs de l'effort, c'est générique et c'est trop lourd de sens. Mettez une photo de Steve Jobs et hilar. Mais attention, Steve Jobs jeune et cool avec les cheveux longs. Pas Steve Jobs à 52 ans en train de présenter l'iPhone. Gardez plutôt cette photo pour les tâches de direction. J'espère que cette chronique vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour vos prochaines réflexions RH. D'ici là, je vous mets en dessous de cette vidéo le lien pour me retrouver pour mon prochain webinaire gratuit et un autre lien pour vous inscrire à ma newsletter et rester connecté à tous ces sujets. À tout bientôt.